Je vous remercie, M. Mulcair, de nous avoir donné le point de vue du nouveau Parti démocratique. J'inviterai Mme la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine à poser la première question. Merci, merci M. Mulcair, d'être ici parmi nous aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes mon député, alors... Je savais qu'il y avait une raison que j'étais là. J'avais jamais réalisé que dans Outremont, il y avait 135 langues. Mais c'est intéressant ce que vous nous disiez tout à l'heure sur ce témoignage des enfants allophones qui parlent un français impeccable, et je pense qu'on ne les met pas assez souvent à l'avant-scène et qu'on ne parle pas suffisamment souvent d'eux, parce que ils sont très impressionnants quand on les rencontre. Puis il y en a beaucoup, puis il y en a des milliers, il y en a des dizaines de milliers grâce à la loi 101. Donc j'essaie de vous suivre, là. Vous êtes dans la même lignée que le docteur Lorrain, si c'est clair dans ma tête, Lorrain et Lévesque, qu'il faut garder cet espace de liberté sur les écoles privées non subventionnées. C'est ça? C'est-à-dire que les écoles, on n'applique pas la loi 101 aux écoles privées non subventionnées. C'est comme essayer de ramasser un morceau de mercure. Le problème va juste se déplacer. Oui, parce que vous dites qu'il va y avoir la création, de toute façon, d'écoles passerelles quelque part ou des gens qui vont arriver d'autres provinces. C'est pour ça qu'il faut répondre aux problèmes. Une école privée, c'est une école privée, c'est une école privée. Voilà. Moi, je n'ai rien contre une école privée, mais le problème, c'est que c'est un oxymoron de dire école privée subventionnée. Une école privée qui reçoit l'argent des contribuables, ce n'est pas une école privée. Okay. C'est les travailleurs qui sont en train de subventionner l'élite. Et c'est ça le paradoxe du Québec. On paye 60% des frais pour les enfants de l'élite pour aller dans des écoles dites privées qui ne le sont pas. Mais une école privée non subventionnée, c'est une redondance, parce qu'une école privée, c'est non subventionné. Alors, effectivement, une école privée non subventionnée qui rencontre tous les critères, il ne faut pas oublier que même une école anglaise privée non subventionnée est obligée de suivre les règles du gouvernement du Québec, notamment l'obligation d'apprendre le français. Oui. Puis les Français qui sortent de ces écoles, les enfants qui sortent de ces écoles-là, parlent un très bon français aussi. Oui. Ça vaut la peine aussi de le dire d'emblée. Oui. Mais l'existence même d'écoles privées non subventionnées, je n'ai rien contre ça idéologiquement, si c'est une école privée. D'accord. Bon, maintenant, vous avez dit que vous auriez quelques suggestions très concrètes à nous faire. Quelles sont vos propositions pour être capable de faire, comme quelqu'un disait, de faire un carré avec un cercle ou un cercle avec un carré? Renverser le fardeau de la preuve. Vous êtes en train de vous prendre trop sur les épaules. Vous êtes en train de vous donner une obligation que vous ne pouvez jamais rencontrer. Écoutez, j'ai le plus grand respect pour l'ensemble des juristes de l'État. Et je suis persuadé que les gens qui se sont mis autour d'une table pour dresser ce projet de règlement étaient d'une ultime bonne foi. J'ai pas de doute là-dessus. Mais je peux vous dire, pour avoir appliqué la Charte de la langue française pendant plus de 20 ans, tantôt dans les instances gouvernementales que j'ai nommées tantôt comme avocat en pratique privée, en fait, si j'étais encore avocat en pratique privée, je vous encouragerais d'adopter ce règlement-là. Parce que ça, comme heure facturable, c'est infini, ça, comme heure facturable. C'est totalement inapplicable. Mais pourquoi 15? Pourquoi une cote de 15 et pas 14? Ben, 1-800-Brent-Tyler, ça va se ramasser devant la Cour suprême encore. Pourquoi 15 et pas 16? 1-800-SSGB, on va se ramasser en Cour supérieure. Vous ne pouvez pas déterminer d'avance que vous allez décider si l'arrière-grand-mère est pertinent puis pas le petit cousin. Vous êtes en train de vous donner une tâche de Sisyphe. À chaque fois que vous allez monter la roche, ça va vous retomber dessus. Renverser le fardeau, ce n'est pas votre fardeau. La Cour suprême vous a dit, vous avez raison, c'est un objectif légal, louable, défendable pour enfreindre la Charte des droits que de défendre le français. Et il y a plusieurs reprises dans ce jugement-là où la Cour suprême dit, pas question de retourner au libre choix. Parfait. S'il n'est pas question de retourner au libre choix, donnons pas la feuille de route pour le libre choix. Prenons les quelques cas, et je vous en ai cité un. Peut-être les experts, avec leur expérience actuelle, vont vous dire qu'il y a 2 ou 3 autres cas très clairs qu'on ne peut pas contourner. Moi, je vous donne l'exemple d'un anglophone. Si vous regardez la Charte de la langue française, les articles qui étaient là depuis le début, M. Lorrain les avait mis parce qu'il a été interpellé, les articles 76 et 76.1.
Ces articles-là prévoient que même si ton enfant a fréquenté l'école française, pour les fins de l'accessibilité de ses propres enfants éventuels à l'école anglaise, ils sont réputés avoir fait l'école anglaise s'ils étaient admissibles. C'était une manière pour le Dr Lorrain de dire on ne veut pas pénaliser les parents les plus progressistes qui ont choisi, anglophones qui ont choisi l'école française, on ne veut pas les pénaliser. Le même genre, on appelle ça en anglais a deeming provision. C'est une disposition législative, c'est une technique législative où tu es présumé rencontrer le critère. C'est ce à quoi je faisais référence quand j'ai parlé de la Charte de la langue française. Tu es réputé. Donc, idem ici, il manque un petit élément. Et ça, c'est carrément dans le jugement de la Cour suprême. Il manque un petit élément. La Cour suprême dit, vous ne pouvez pas dire par loi que toute considération de l'école privée non subventionnée est illégale. Ça, vous allez trop loin avec ça. Donc, c'est à ça qu'il faut s'attarder. L'exemple que je vous donne, parents anglophones, accessible à l'école anglaise, qui choisit l'école anglaise privée non subventionnée, dites que c'est réputé avoir rencontré les critères de 73, le tour est joué. Parent anglophone, il est déjà admissible. À 76,1, mais si oui. c'est un parent francophone qui envoie son enfant à l'école privée non subventionnée et au bout d'un an, ou 2 ou 3, il veut faire le saut au secteur public subventionné anglophone. En répondant de minimis à la suggestion de la Cour suprême, vous mettez le fardeau sur eux autres. C'est ça que j'appelle renverser le fardeau. Vous ne proposerez pas une grille. Un parent francophone, puis il en existe. Donc, on va nous autres dire, ce parent-là, finalement, il est présumé avoir le droit d'avoir accès au réseau anglophone. C'est exactement le contraire de ce que je viens de dire. Les parents en question seront réputés inadmissibles au réseau public, à moins qu'ils rencontrent les quelques exceptions qu'on mettrait par loi. Quelles sont les exceptions? Je vous en donne une. Un parent anglophone dont les enfants sont admissibles au système, mais qui choisit le secteur privé non subventionné, au lieu de dire, comme on a dit dans le projet de loi 104, que tu n'as même pas le droit de le regarder, ce qui voudrait dire que cet enfant anglophone perd le droit pour sa progéniture d'aller à l'école anglaise. Il faut faire la même chose que Camille Lorrain a fait en 77, dire qu'il est réputé l'avoir fait légalement et tu le considères. Là, vous venez de répondre à la Cour suprême. Pas plus. Vous venez de répondre carrément à la Cour suprême là. Mais de dire qu'un parent francophone ou un parent qui débarque d'un pays X, Y, Z, et regardons les cas ici, on parle de parents qui viennent d'Asie et ainsi de suite, qui décident de se payer 1 ou 2 ou 3 ans d'école privée non subventionnée n'auront, dans ce que je suis en train de vous dire, jamais. Okay, mais ça, ce que vous nous dites, par contre, si c'est un parent qui arrive d'Angleterre ou des États-Unis, oui. Là, dans votre tête, il y aurait droit. C'est le rapport Chambers. Il n'aura jamais le droit. C'est ce que je viens de vous dire. Jamais. Le parent qui vient d'Angleterre, le parent qui vient des États-Unis ou d'Australie aujourd'hui, a le même droit que le parent qui vient de Vietnam, de Pologne, de Bulgarie ou d'Italie aujourd'hui. Il a le droit, s'il est ici en séjour temporaire, et c'est prévu depuis 1977, il y a des permissions pour séjour temporaire 6 ans. Alors, imaginez quel cafouillage on va créer dans le système des séjours temporaires. Si tout d'un coup, ce séjour temporaire peut se transférer ipso facto en droit de continuer de fréquenter on vient de scraper complètement le principe de base de notre société, c'est que les immigrants, peu importe leur pays d'origine, parce qu'il ne peut pas avoir 2 classes d'immigrants, c'est toujours tentant de dire quelqu'un qui vient des États-Unis